Un débarquement méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont quitté leur terre pour venir défendre la nôtre. Des tirailleurs écartés par l'état-major. Le blanchiment, c'est littéralement remplacer des soldats de couleur par des soldats blancs. Personnellement, je ne voulais même pas partir, moi je ne voulais pas laisser mes camarades. Leur contribution a pourtant été décisive pour la France. Sans la Provence, De Lattre n'aurait pas été présent ce 8 mai 1945 pour la capitulation allemande. Le 15 août 1944, le soleil brille sur les plages de Provence. Mais d'après les historiens, c'est le jour le plus sombre pour Adolf Hitler. Alors que les Soviétiques lancent une offensive à l'Est et que les Alliés percent en Normandie, un nouveau débarquement sonne le glas pour le Troisième Reich. Les raisons du débarquement de Provence, il y en a plusieurs. La première, c'est pour venir aider son grand frère, entre guillemets, le débarquement de Normandie. La deuxième raison, principalement, c'est pour essayer de libérer les ports en eau profonde de Méditerranée que sont Toulon et Marseille. Il y a très peu de possibilités pour débarquer le fret et la logistique qui est absolument considérable, la logistique qui appuiera la libération de l'Europe. À l'assaut des plages varoises, une armada de 1000 navires transporte près de 350 000 hommes. Si les Américains débarquent les premiers, les Français arrivent en force sous les ordres du général De Lattre de Tassigny. Quelques mois plus tôt, le général de Gaulle lui a confié la mission de reconquérir la métropole avec l'armée B. Le général de Gaulle vient d'aller rendre visite, quelque part en Afrique du Nord, aux troupes commandées par le général De Lattre de Tassigny. Parmi ces troupes se mêlent soldats de la métropole et soldats de l'Empire. J'en ai parlé à mon père. Il m'a dit, mon fils, moi j'ai fait la guerre 14-18, je suis revenu. La France est en danger. Engage-toi, si tu l'autorises. C'est une armée composite, hétéroclite, qui est composée de tout ce qui fait la France à l'époque. On y trouve donc des soldats métropolitains, des soldats venus du Pacifique, des tirailleurs venus d'Afrique subsaharienne, des Algériens, des Pieds Noirs, des femmes. La grande différence avec le débarquement de Normandie, effectivement, c'est que les troupes qui débarquent sont majoritairement françaises. Sur les 350 000 hommes qui vont débarquer sur les plages de Provence, on a 260 000 Français, des gens qui vont venir de l'ensemble de l'Empire colonial. Ces soldats aguerris ont combattu en Afrique du Nord et en Italie. Ils progressent rapidement. En face, 210 000 Allemands peinent à tenir leur position, malgré des combats féroces sur les hauteurs de Toulon. Les Allemands étaient là, ils dominaient, ils étaient à la hauteur. Et vraiment, il y a eu beaucoup de pertes africaines. Beaucoup. Et français d'ailleurs. Au débarquement de Provence, Solliès-Ville, qui était sur un promontoire, était une place forte à prendre, une place occupée par les Allemands. Et le colonel Salan, accompagné de ses soldats, le 6e RTS, les tirailleurs sénégalais, sont montés à l'assaut de notre petit village pour le libérer. Les combats ici sont assez sanglants, c'est du corps à corps. Les tirailleurs sénégalais vont se battre dans toutes les ruelles. Mais au bout du compte, à la fin de la journée du 21 août 1944, le village sera libéré par le 6e RTS. Chez nous, à Solliès-Ville, 19 tirailleurs sénégalais sont tombés en quelques heures pour libérer notre village. Ces sacrifices permettent à l'armée B de triompher en Provence. Avec l'aide de la résistance intérieure, Toulon et Marseille sont libérés le 28 août 1944, 10 jours plus tôt que le plan initial. Ces hommes qui viennent de l'Empire colonial français, il y en a une grande partie qui vont découvrir la France en faisant la guerre et en venant débarquer. Ces soldats sont accueillis à bras ouverts. On était contents parce que quand même, c'était une reconnaissance de voir que
nous avons participé à leur libération. Dès la fin août, les Allemands sont chassés d'abord de Toulon et ensuite de Marseille. Donc les objectifs sont atteints. Ensuite, cette armée, elle va remonter par la vallée du Rhône. Lyon est libérée au mois de septembre et dès le mois d'octobre, cette armée a atteint la Bourgogne où elle fait sa jonction avec l'armée américaine et les éléments français de cette armée qui arrivent de Normandie. Châtillon-sur-Seine. Et voici soudain, deux armées françaises courent l'une vers l'autre. Et ça y est, la jonction est faite. Ces héros ont commencé leur prodigieuse carrière ensemble, voici 4 ans, au Tchad. Lors de la jonction des troupes en septembre 1944, les chefs de l'état-major décident de refonder l'armée française en y intégrant toutes les forces du pays. L'idée de l'état-major français, c'est de très vite intégrer ces forces de la résistance, parce qu'on a besoin d'hommes. Et puis, on a aussi l'idée de fusionner cette nouvelle armée française avec cette armée de l'intérieur qui s'est constituée quasiment d'elle-même et dont on craint d'ailleurs un petit peu l'indépendance. Donc il faut rallier tout ça, et c'est ce que le général Delatte de Tassigny appellera par la suite l'amalgame. Avec l'amalgame des résistants, s'opère une autre mutation au sein de l'armée française. Le blanchiment des troupes coloniales a commencé quelques mois plus tôt, lors de la formation de la 2e division blindée. Le blanchiment, c'est littéralement remplacer des soldats de couleur, essentiellement originaires de l'Afrique subsaharienne, par des soldats blancs, d'où le terme blanchiment. Lorsque les autorités françaises veulent former cette 2e division blindée, ils doivent faire appel aux Américains pour fournir l'armement, pour fournir le matériel, les uniformes, et les Américains vont indiquer aux autorités françaises qu'il serait bon que cette nouvelle unité ne soit pas composée de soldats africains. L'armée américaine fait de la ségrégation raciale dans son propre pays. Et cette armée va mettre la pression sur l'armée française pour que justement ces troupes ne libèrent pas des villes comme Paris pour un symbole. Mais le blanchiment ne s'arrête pas à Paris. Alors que le front se fige dans les Vosges au début de l'hiver, les cas de gelure se multiplient parmi les troupes coloniales. L'état-major en profite pour retirer entre 15 000 et 20 000 tirailleurs de l'armée française. Cette opération du blanchiment, elle est un peu particulière. Elle est préparée, elle est décidée, mais une fois sur le terrain, elle est quand même largement improvisée. Parce que, notamment, on n'a pas d'équipement pour équiper les jeunes soldats français qui arrivent. Et donc, on va prendre un tirailleur d'une certaine stature, un jeune français qui a à peu près la même stature, et on va littéralement déshabiller le tirailleur pour habiller le jeune français. Et puis, il n'y a pas de cérémonie, ou quasiment pas. Il n'y a pas d'explication. On les rapatrie dans le sud de la France, mais c'est aussi parce que la guerre continue. Ce remplacement se fait quasiment en première ligne. Ces soldats sont d'excellents soldats, sont des soldats aguerris. Qui plus est, ils sont remplacés par des résistants qui n'ont pas non plus forcément une formation militaire. Donc, ce blanchiment des troupes va être assez mal perçu par l'encadrement français. Personnellement, je ne voulais même pas partir. Moi, je ne voulais pas laisser mes camarades, je voulais rester là. Mais on était obligé de partir, de descendre. C'était des ordres. Les tirailleurs démobilisés ne sont pas au bout de leur peine. Ils sont envoyés dans les camps de transit du sud-est de la France, où les troupes coloniales ont coutume de passer l'hiver depuis la Première Guerre mondiale. Ça va être pénible parce que justement, il y a cette frustration du combattant de ne pas pouvoir combattre et le temps est long. Il y a aussi l'enjeu des cotisations ou en tout cas des revenus qui vont un peu tarder. Donc ça peut créer quelques mutineries et il va falloir remettre un peu d'ordre dedans. Donc c'est un événement en tout cas qui est pas facile à gérer pour l'armée française, mais aussi justement pour ceux qui la subissent. Certains tirailleurs ne seront rapatriés qu'après la fin du conflit. Et c'est sans eux
que l'armée française continue son épopée jusqu'à la victoire finale. Les Français vont entrer en Allemagne, contrairement à la Première Guerre mondiale, qui vont libérer des villes comme Stuttgart et s'arrêter à Innsbruck en Autriche. Donc ils ont participé à la campagne de la libération européenne, ce qui va permettre justement d'apporter une légitimité militaire, puis une légitimité sur le plan politique. Sans la Provence, sans la réussite de ce débarquement de Provence, probablement que Delattre n'aurait pas été présent ce 8 mai 1945 pour la capitulation allemande. Cette fois, c'est bien fini. Le rideau tombe. Français, avec nos alliés anglais, américains et russes, nous signons la fin de la tragédie. C'est nous les Africains qui arrivons de loin. Si l'armée française est blanchie à la Libération, le général de Gaulle sait ce qu'il doit à l'Empire. Le 18 juin 1945, quand la France recouvre sa souveraineté, il fait défiler toutes les unités combattantes à Paris, sans distinction de couleur. La guerre, c'est pas une bonne chose. On tue les gens. Si vous ne les tuez pas, c'est eux qui vous tuent. C'est pas une bonne chose, mais voilà. Pourquoi les Allemands sont venus prendre la France, notre France? Il fallait la défendre. Voilà. Le cœur joyeux et l'âme fière.